Les médias et les politiciens se mobilisent pour un kiosque qui a été détruit. Ça, c'est du matériel. On peut le rembourser. Mais là, c'est humain. On ne peut pas faire revenir ma mère. On est ici avec Milfet Redouane, qui est la fille de Zineb Redouane, tuée par une grenade lacrymogène le 1er décembre à Marseille, et Imen, qui est l'amie de Zineb. Milfet, tu étais au téléphone avec ta mère depuis l'Algérie. Qu'est-ce que tu peux nous raconter cette journée? Je pourrais jamais oublier cette journée déjà. J'étais au téléphone, elle rigolait. Elle préparait son dîner. Elle voulait juste fermer les fenêtres pour se protéger du gaz. Il y avait beaucoup de gaz. Elle m'a dit « Attends Milfet, ne coupe pas, je vais juste fermer la fenêtre parce qu'il y a trop de gaz. » Et en quelques secondes, j'entends ces cris. Du coup, j'ai pas compris qu'est-ce qu'il y a. Je posais la question « Qu'est-ce qu'il y a maman? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle m'a dit « Il m'a visé, il a tiré sur moi. » Je dis « Qui a tiré sur toi ?» Elle m'a dit il a tiré sur moi et elle a commencé à crier au secours, les voisins. J'ai pensé à appeler Imen, qui est à Marseille, pour lui dire écoute, ma mère, elle a un problème. À 19h, je l'appelle, parce qu'on avait rendez-vous pour aller manger ensemble. Et elle me répond, elle était dans tous ses états et elle me disait je saigne, appelle les pompiers et tu me rejoins à l'hôpital. J'appelle les pompiers. Les pompiers, ils prennent les renseignements. Et ils me disent on va intervenir. 20 minutes après, il n'y avait personne. Je rappelle, il me demande son numéro, il me dit c'est compliqué, on ne peut pas accéder à cet endroit en ce moment-là. J'ai dit bon, elle est dans tous ses états, il faut intervenir plus vite, c'est urgent, c'est urgent. Et ça est arrivé 1 heure après. Une fois qu'elle était avec eux, on m'a appelé, on m'a dit on va la transférer à la Timone. Et moi, je suis partie directement à l'hôpital. Quand je l'ai vue, je ne m'attendais pas à la voir dans cet état. Elle était défigurée, elle a reçu la bombe en plein visage. Et elle venait d'avoir 8 points de suture sur sa mâchoire. À 4 h du matin, elle a été transférée à la Conception. Le lendemain, je suis passée avec mon fils. Et quand je suis rentrée dans l'appartement, on n'arrivait pas à tenir longtemps parce qu'il y avait toujours la fumée et on n'arrivait pas à respirer. À 14 h, on l'a amenée au bloc. Le chirurgien m'avait dit qu'elle a le maxillaire qui s'est déplacé et elle est en train de s'étouffer. Mais elle ne donnait pas du tout cette impression parce qu'elle parlait correctement. Elle tenait très bien le choc. Elle m'a dit ne bouge pas, je sors, je te trouve ici, tu m'attends. 3/4 d'heure après, le chirurgien est venu vers moi pour me dire qu'elle a fait 3 arrêts cardiaques et qui sont arrivés à la récupérer. Et je suis restée avec elle jusqu'à ses derniers souffles. 22 heures, elle était morte. Avant de mourir, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Alors, elle n'arrêtait pas de répéter qu'elle a été visée, qu'elle avait le policier et qu'elle arriverait à le reconnaître. Elle m'a tenu la main et elle m'a dit promets-moi, dès que je sors, tu vas m'aider à savoir qui c'est qui a tiré sur moi et pourquoi. Je veux vraiment préciser, ma mère, elle a reçu de la grenade en plein visage. Elle a explosé en plein visage, la grenade. La photo, c'est des photos de guerre pour moi. Son appartement était dans un état comme si sa pièce, c'était dans sa chambre. On dirait qu'il y a eu un incendie, c'est ça. Il y avait le parterre, il est tout noir. Et ma mère, malgré sa blessure, avec ses pieds, elle a éteigné les étincelles. D'ailleurs, il y a ses chaussures qui sont brûlées. Et elle a attendu plus qu'1 heure. Que je ne comprends pas. Une fois que j'étais à Marseille, j'ai vu la caserne des pompiers en face. Ils pouvaient venir à pied même. Depuis qu'elle a reçu la grenade, jusqu'au moment où elle est rentrée au bloc, elle a été consciente. Elle parlait, elle a raconté à tout le monde ce qui s'est passé avec elle. Quand elle était à côté de la fenêtre, elle a eu le temps de voir le policier.
Il y avait 2 policiers sur le trottoir. Elle a eu le temps de les voir. Elle a vu qu'ils étaient armés, mais elle n'a pas pensé qu'il allait tirer. Le temps qu'elle a mis pour tendre sa main et fermer ses volets, il a tiré. C'était quoi le contexte un petit peu de cette journée? En fait, il y avait des manifestations à la fois pour le logement contre l'habitat insalubre après l'effondrement des immeubles de la rue d'Aubagne et en même temps la 3e journée l'acte 3 des Gilets jaunes, voilà. Au début, je pensais que c'était les Gilets jaunes, il y avait l'acte des Gilets jaunes, le 3e acte des Gilets jaunes. Mais par la suite, j'ai su que ce jour-là, il n'y avait pas que les Gilets jaunes, il y avait beaucoup plus la manifestation pour un logement digne des habitants d'Aubagne, de Noailles, dont les immeubles sont effondrés. Il y avait beaucoup de monde qui manifestait ce jour-là. Dans la rue, quand elle a ouvert la fenêtre, qu'est-ce qu'il y avait? Personne, elle a dit ma mère, oui. Il y avait quelques personnes. La foule, elle était déjà montée vers la Cambière à ce moment-là. On peut prouver ça facilement il y avait les caméras, il y avait des militants, il y avait les manifestants, à cette heure-ci, ils se sont dispersés. Il y a pas mal de personnes qui m'ont raconté que la police tirait sur les façades, tirait n'importe comment et du coup ils se sont dispersés pour se protéger. Elle m'a dit par téléphone que je veux vraiment savoir pourquoi il a tiré et comment et qu'est-ce qui s'est passé, j'ai rien fait. Elle était très touchée, elle a dit j'ai rien fait, je voulais juste fermer les fenêtres. Je n'étais née dans la rue, je suis pas sortie manifester, je ne faisais rien. Je voulais juste fermer les fenêtres. Pourquoi il a tiré? Elle voulait comprendre et elle voulait vraiment. Elle a parlé aux médecins, aux infirmiers, à sa voisine, à Imen, à tout le monde. Elle n'arrêtait pas de dire ça. Elle n'arrêtait pas de dire il m'a visé et elle a demandé que la justice soit faite. Elle ne s'attendait pas qu'elle allait partir. Et justement, donc elle a demandé à ce que justice soit faite et aujourd'hui c'est un peu le combat que vous menez, que vous avez décidé de mener. Vous avez créé un comité de soutien, est-ce que tu peux nous en parler? On a créé un comité de soutien. Ils m'écrivent, tous les jours ils m'envoient des messages de soutien, de compassion. Et eux aussi, ils ne comprennent pas. Ils sont en train de nous suivre sur la page du comité. Ils demandent des nouvelles à chaque fois. Et ils nous donnent beaucoup de courage. Et ce combat, je l'aurais mené si ma mère n'était pas morte. J'aurais été à ses côtés et maintenant, je le suis en 2 fois. Parce qu'elle n'est pas là, je le suis en 2 fois. Je suis déterminée sur ce point. Que ce soit moi, que ce soit sa famille et ses amis. Là, vous avez rencontré à Paris des collectifs, des militants, des personnes qui sont déjà passées par un combat comme ça pour que justice soit faite dans des cas de violence policière. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les rencontres que tu as pu faire? C'est trop fort, j'étais très émue. Il y a beaucoup de personnes qui ont venu vers moi. Qui m'ont proposé leur soutien, leur expérience. Ils ont dit qu'ils sont là pour ma mère, voilà, pour que la justice soit faite. Il y a eu aussi l'affaire de Geneviève Leguet qui a été bousculée par la police, blessée par la police à Nice, suite à laquelle Emmanuel Macron a prononcé des mots qui vous ont choqué en demandant, en fait, en conseillant à Geneviève Leguet finalement de faire preuve d'une forme de sagesse. Et là, ça t'a révolté, tu nous as écrit, tu t'as souhaité écrire une lettre ouverte. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as lu ces propos d'Emmanuel Macron après que Geneviève Leguet ait été blessée par la police? Depuis l'affaire de ma mère, j'ai commencé à suivre les informations. Et voir les choses, comment se passent pour les agressions policières, pour ces armes que je ne connaissais pas. J'ai fait une recherche sur internet, je voulais comprendre c'est quoi ces armes, c'est quoi ces grenades, c'est quoi, je ne connaissais rien du tout. Et du coup j'ai commencé à suivre les informations françaises. Et le jour où je regardais comme ça les informations, je suis tombée sur la déclaration sous forme de sagesse qu'il faut, quand on a une santé fragile, il faut rester chez soi, il ne faut pas se mettre dans des conditions dangereuses.
Du coup, ça m'a, comme si c'était une provocation pour moi qui a provoqué ma détresse, qui a provoqué ma douleur. Quand on a une blessure et quelqu'un vient me mettre le doigt au-dessus, c'était ça. Plus qu'elle a annulé son dîner et elle est restée chez elle. Ma mère, elle était chez elle. La moindre des choses, c'est être en sécurité chez nous. C'est la moindre des choses. Et dans cette lettre, tu as aussi dénoncé le silence politique et médiatique autour de cette affaire. C'est vrai qu'on a très peu entendu parler de Zineb dans les médias. Quand je vois dans les informations, les médias et les politiciens se mobilisent pour un kiosque qui a été détruit, ça c'est du matériel. On peut le rembourser. On peut faire un autre kiosque. Mais là, c'est humain. On ne peut pas faire revenir ma mère. Quand il parle des trucs qui arrivent, je crois, moi, la valeur humaine, c'est plus important que d'autres. N'importe qui, à ma place, il aurait pensé à ça. Et du coup, ça me pose beaucoup de questions. Comment l'histoire de ma mère, vous ne dites pas un mot, vous ne dites même pas, vous n'êtes même pas en compassion avec nous, même pas des condoléances. C'est pour la dignité, c'est pour, c'est-à-dire par respect à un être humain, quel que soit cet être humain, qu'il est français, qu'il est migrant, qu'il est... Il y a quelque chose qui s'est passé et c'est grave. Et le plus grave, c'est de ne pas en parler. Mais on est là pour leur rafraîchir la mémoire. Et du côté des médias, donc quand tu as publié cette lettre, tu as été contacté par Libération qui a voulu savoir si c'était bien toi qui avais écrit ce courrier. Oui, il y a un service de Check News qui m'a contacté. Il voulait savoir est-ce que c'est vraiment moi, c'est un fake ou c'est moi qui ai écrit cette lettre. Est-ce qu'on m'a demandé d'écrire cette lettre ou je l'ai écrite par moi-même. Voilà, j'ai répondu que je l'ai écrite moi-même et je l'ai envoyée Révolution Permanente à Flora Carpentier parce que c'est la personne qui m'a accompagnée dès le début. Voilà. Tout ce qu'on a pu entendre dans les médias, c'était que le procureur affirmait qu'il n'y avait pas eu, qu'il n'y avait pas de lien de cause à effet établi entre la grenade lacrymogène et la mort de Zineb, quoi. C'est un petit peu ça. Quand on dit que sa mort n'a pas de rapport avec ce qui s'est passé, avec la bombe qu'elle a reçue en plein visage, moi j'ai plein de questions. Déjà, pourquoi et c'est quoi la cause qui l'a fait atterrir à l'hôpital? Pourquoi elle s'est retrouvée au bloc opératoire? Il y a plein de zones d'ombre qu'on ne comprend pas et qu'il faut éclaircir un peu. Mais Zineb n'avait rien ce jour-là. À cause de la bombe, elle s'est retrouvée à l'hôpital et elle s'est retrouvée au bloc opératoire. Je rajoute un truc sur sa santé fragile que tout le monde dit alors qu'ils ne savent rien de la santé de ma mère. Santé fragile, c'est-à-dire qu'en recevant la grenade, elle aurait dû tomber sur le coup. Tout le monde a témoigné qu'elle était consciente jusqu'au moment où elle est entrée au bloc. Je pense que c'est clair, c'est la grenade qui a causé ça, qui l'a conduit vers l'hôpital. Vous avez aussi rencontré beaucoup de blessés de ce mouvement des Gilets jaunes qui ont souffert de la répression, des violences policières, qui ont été blessés par des armes aujourd'hui mutilantes, des armes létales utilisées contre les manifestants. Et du coup, dans ta lettre à Macron, tu disais justement qu'une forme de sagesse, ça serait d'interdire ces armes. Pour toi, c'est une nécessité aujourd'hui de se battre pour cette interdiction de ces armes? Oui, malheureusement, après l'histoire de ma mère, j'ai eu beaucoup de contacts de personnes qui ont été touchées, qui ont été victimes de ces armes. Et du coup, je trouve que tant que ces armes sont utilisées, il y aura plusieurs cas, comme ma mère et peut-être plus. Et j'aimerais bien que les gens prennent conscience
de l'histoire de ma mère et essaie de faire quelque chose pour interdire ces armes. Au moins, la mort de ma mère ne soit pas pour rien. Si elle peut servir à éviter d'autres personnes, mettre la vie d'autres personnes en danger, ce sera une bonne chose. C'est un droit de savoir la vérité. C'est le moindre droit qu'on peut avoir, c'est de savoir la vérité. Après la vérité, on cherche la justice. Et quand la justice elle est faite, là, on rend la dignité à ma mère. Et du coup, on peut faire notre deuil. Sans justice, on ne sera jamais digne de faire le deuil. Je voudrais bien remercier toutes les personnes qui me soutiennent à travers les réseaux sociaux ou à travers la vie quotidienne, qui m'apportent beaucoup de soutien. Je le remercie. Je remercie les Parisiens de m'avoir bien accueilli. Et ça nous donne le courage, ça nous donne la force d'être plus déterminés et de suivre jusqu'au bout et de ne rien lâcher. Voilà. Merci à vous.